Un sujet sensible aujourd'hui, la consommation face au chlordécone. En amont, la banane dont le traitement par usage de pesticides a entraîné une forte pollution des sols. Et en aval, la pêche victime de cette pollution au point de voir restreintes ces zones de prélèvement. Ces deux filières sont aujourd'hui contraintes en raison des exigences écologiques et au milieu des consommateurs qui ne savent plus à quels produits se vouer, quel est l'état des lieux et les réponses apportées par ces filières. Nous en débattons avec les invités cités précédemment, Jean-Claude Yoyotte, le président du comité régional des pêches, Marcus Herry, directeur technique du groupement des producteurs de bananes, Philippe Verdol, président de l'association Envie, et Paul Kermorgan, directeur adjoint de la direction de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. C'est pas seulement Envie santé, s'il vous plaît. Envie santé. Merci de rectifier, Philippe Verdol. Posons tout d'abord la situation, à commencer par la banane, qui est un peu le problème en amont, qui par son traitement est la cause, comme je le disais, en quelque sorte de cette situation, du problème. Pour l'instant, pas d'usage de pesticides par voie aérienne, on rappelle, Marcus Herry. Alors actuellement, effectivement, pas de traitement par voie aérienne depuis plus de 6 mois maintenant. Et donc, pour lutter contre les cercosporioses, en fait, le traitement aérien, qui n'est pas du tout lié à la chlordécone. Je sais, mais on est sur un débat consacré aux pesticides, y compris la chlordécone utilisée il y a quelques années de cela. Et tout à fait. Et pour le traitement aérien, en ce qui concerne, je voulais revenir dessus, le traitement aérien, là aussi pareil, n'a pas été suspendu par rapport aux produits utilisés, mais c'est bien le mode de traitement qui a fait l'objet d'un long débat sur la dernière année, en fait. C'est le mode de traitement de la lutte contre la cercosporiose qui a été remis en cause et pas les produits. Pas les produits, peut-être une réaction de la part de Philippe Verdol, pas de remise en question de la nature des produits et des conséquences. Oui, enfin, il y avait énormément d'arguments qui ont prévalu. Le plus fort, c'était le principe de précaution. Avec ces produits-là, de cette manière-là, pas question. Voilà. De cette manière, pas question. Quelles sont les conséquences pour l'instant sur les exploitations et la production ? Alors, sur la production, effectivement, on constate qu'il y a une dégradation de la qualité des fruits. Ce qui était effectivement remis en cause, c'était le mode d'application des produits. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que en n'ayant plus de traitement aérien, en épandant les pesticides depuis le sol, c'est que la consommation a légèrement augmenté. Donc, on est un peu, les résultats sont un peu l'inverse de ce qui était escompté, en fait. Donc, pour l'export, en tout cas, est-ce qu'il y a des conséquences plus dommageables pour vous ? Tout à fait. En fait, on a plus de fruits qui arrivent mûrs à l'arrivée, alors que les fruits doivent être garantis verts dans les quais à Dunkerque. Et là, effectivement, on a un taux d'avarie en fait, qui est en recrudescence. Visez quel tonnage au fur et à mesure et quel tonnage vous réalisez à ce jour ? Alors, cette année, on va réaliser 72 000 tonnes environ. Pour rappel, on est sorti de 2006 à 40 000 tonnes. Et on va voir, effectivement, avec la cercosporiose noire, l'arrêt du traitement aérien. On va voir sur les 2 prochaines années si on pourra effectivement maintenir le tonnage actuel. Philippe Verdol, est-ce que la méthode utilisée à ce jour au sol vous satisfait-elle et réduit-elle les risques de pollution ? Donc, en fait, la position de notre association était très claire. Non seulement nous sommes contre le traitement aérien, mais contre l'usage de ce type de pesticides dans l'agriculture. Parce qu'au bout, ce n'est pas la pêche qui est au bout. Au bout, c'est l'assiette du consommateur. Voilà, nous sommes pour la sortie de l'agriculture intensive. Donc, pour l'instant, quoi qu'il en soit, le problème il n'est pas forcément réglé. Non, ce n'est pas encore réglé. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Vous êtes économiste également. Oui. Il y a cet impératif aussi économique pour la plupart des planteurs. Oui, alors est-ce que vous tenez compte de cette donnée ? On peut évoquer la position du gouvernement. J'espère que M. Kermorgan ne tiendra pas rigueur. Mais actuellement, il y a une loi qui est en discussion. C'est la loi sur le devenir de l'alimentation, l'agriculture et la forêt. Et cette loi explique qu'il est nécessaire que la France négocie maintenant un tournant qui concilie, en tout cas un tournant qui concilie la qualité des produits et le respect de l'environnement. Jusqu'à présent, en Guadeloupe, nous sommes dans un débat qui va à contresens complètement. On essaie de privilégier l'intérêt économique sans prendre en compte la sauvegarde précisément de l'environnement. Ça va à contresens de l'orientation française actuelle. Et pourtant, la plupart, en réaction tout de suite de Marcus Herry, il y a des efforts qui sont faits du côté des bananiers. Alors, ça peut mieux faire.
Alors, c'est pas parce qu'effectivement que le traitement aérien, je le répète, le mode d'application des produits de lutte contre les cercosporioses font débat aujourd'hui, sont remis en cause, que les propos de M. Verdol sont acceptables. Nous ne sommes pas dans une logique du tout intensive comme il dit, même s'il y a un débat sur le traitement aérien, le mode d'application, nous sommes bien dans une réduction de l'utilisation de produits phytosanitaires et dans la promotion des méthodes alternatives chez nos adhérents. Donc il faudrait que M. Verdol tempère ses propos en disant que nous sommes à contre-courant de ce qui se fait au niveau national. Il est très au fait de ce que nous faisons et nous ne cachons pas aujourd'hui ce que nous faisons. Nous n'avons jamais caché ce que nous faisons. Et nous sommes en plein justement dans ce développement durable avec la mise en place de méthodes alternatives diverses et variées. De quel type et de quel ordre? Donc on peut prendre l'exemple des fongicides. On voit que sur les cercosporioses, on lutte notamment avec des fongicides couplés avec de l'effeuillage qui sont des méthodes physiques qu'on a toujours fait, qu'on n'a pas fait depuis 1 an parce qu'il y a eu le débat sur le traitement aérien. Nous sommes dans la réduction des herbicides, que nous mettons en place des plantes de service, justement pour éviter d'utiliser des herbicides. Le charançon, qui a fait débat pendant des années justement par rapport à la chlordécone, nous le piégeons aujourd'hui, ça fait quand même plus d'1 décennie que nous le piégeons. Donc je veux dire, on ne peut pas dire que ça, on s'est réveillé aujourd'hui pour mettre en place des méthodes alternatives ou pour venir amender la loi d'avenir dont M. Verdol parle. Ça fait des années qu'on travaille dessus. Sauf que tout changement de pratique prend du temps et il faut effectivement accompagner les agriculteurs dans ce changement de pratique. Vous avez peut-être une réaction de la part... Plusieurs des produits utilisés sont des perturbateurs endocriniens, par exemple. Alors, on a beau dire, on réduit la dose, mais on en met quand même. Et commence à apparaître, par exemple, en Guadeloupe, des problèmes liés aux pubertés précoces. Vous avez, par exemple, des jeunes filles dans le sud Basse-Terre qui commencent à développer donc leur puberté à partir même avant 8 ans, donc des règles des seins, des fesses. Alors, socialement, sociologiquement, ça vous donne des cas où des hommes vont vous dire « je ne savais pas que ce n'était qu'une enfant ». Mais tout ça, c'est un aspect. C'est un aspect. Mais aujourd'hui, il y a des efforts qui sont faits. Alors, quel est le... Oui, il y a c'est le résultat peut-être de la période d'utilisation de la chlordécone par rapport à ce qui est fait aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez à en dire? Alors, j'ai à en dire aussi qu'il y a d'autres zones de la médecine qui sont en train de monter, notamment tout ce qui est autour de l'épigénétique, la médecine liée, qui prend en compte justement les pollutions de l'environnement et qui explique en fait que ce ne sont pas certaines doses qui sont, telle ou telle dose qui sont acceptables, mais la répétition des doses dans le temps. Et ces produits-là, ils se fixent durablement dans notre environnement et nous contaminent pour longtemps. Donc on n'est pas encore sorti de l'auberge. Non, mais il faut que M. Verdol aussi, il ne faut pas tout lier à la chlordécone ou aux pesticides. Mais la puberté dont il parle, il n'y a aucune étude qui a été menée dessus. Il faut qu'il parle de l'étude Timoun ou Caroui Prostate qui sont en cours, dans des études scientifiques où il y a des données fiables. Je peux en parler parce que Timoun montre l'émergence d'enfants qui sont tarés en Guadeloupe. C'est ça que ça montre. Plus les observations des infirmiers, des infirmières dans le sud-Bast au niveau des écoles. Et c'est vraiment pas réjouissant ce qui est en train de monter. On va poursuivre. Dernière réaction et on va poursuivre avec M. Carmorgan. C'est pas du tout ça. Il faut arrêter. Il y a eu l'étude Timoun est claire, effectivement, a montré effectivement des impacts sur la partie cognitive. Sur effectivement les parties prénatales et postnatales. Et je rappelle, sur la partie postnatale, M. Verdol ne peut pas nous dire ce soir qu'il a des résultats là-dessus et qu'il n'y a aucun effet sur les enfants. La partie prénatale, oui. Timoun, 7 mois, octobre 2012. Ça vous parle de l'effet sur les enfants de 7 mois. Pour les enfants de 18 mois, c'est janvier 2013. Donc les effets sont décrits. Non, vous n'avez pas de résultats sur au-delà des nourissons, M. Verdol. Il n'y a pas de résultats au-delà des nourrissons. Bref. Jean-Claude n'a pas encore parlé. Justement, on va y arriver. Monsieur Kermorgan, en tout cas, en ce qui concerne la banane, le débat est très vif. Un trépandage aérien, aujourd'hui suspendu, et pratique au sol autorisé. Comment évalue-t-on au niveau des services de l'État les risques? On a parlé du principe de précaution il y a quelques instants. Alors, tout d'abord, il faut rappeler qu'effectivement, l'objectif... de l'État en la matière, c'est effectivement d'avoir une agriculture qui soit à la fois économiquement et écologiquement performante. Pour autant, l'objectif d'avoir une agriculture non utilisatrice de pesticides à 100% est aujourd'hui tout à fait utopique. Les surfaces en agriculture biologique aujourd'hui au niveau national représentent au maximum dans les filières où c'est le plus développé jusqu'à 8%, notamment en viticulture.
Pour le reste de la production, y compris en Guadeloupe, l'usage des pesticides est nécessaire par rapport aux différentes maladies qui sont présentes. Et concernant la filière banane qui était un petit peu décriée par M. Verdol, au contraire, c'est une filière qui, aujourd'hui, est tout à fait exemplaire en termes de réduction de l'usage de pesticides. Donc, tout à fait. à l'échelle par rapport à d'autres cultures, d'autres exploitations, d'autres filières agricoles. Il y a eu donc un plan banane durable qui a été lancé il y a quelques années, avec cet objectif également que nous avons au niveau national de réduire de 50% l'usage des pesticides dans le cadre du plan Ecophyto. Et sur ce plan-là, effectivement, la filière banane est plutôt exemplaire par rapport à d'autres productions qui peuvent exister par ailleurs au niveau national ou ici en Guadeloupe. Mais par rapport à la question d'origine, comment vous, au niveau du service de l'État, vous évaluez les risques ? Alors l'évaluation des risques par rapport à... Par exemple, les services de l'État finissent souvent par émettre des arrêtés, parfois en faveur des producteurs de bananes, avec un recours introduit souvent par les écologistes. Vous, comment vous arrivez à mesurer les choses pour prendre une décision ? Rappelons qu'il y a interdiction de l'usage de pesticides, il y a des dérogations. Alors, pour ce qui nous concerne, effectivement, l'objectif permanent des services de l'État, c'est d'assurer la protection des populations et de prévenir effectivement les risques et l'exposition des populations par leur alimentation ou par leur environnement à quelques risques liés aux pesticides notamment, qui pourraient être utilisés ou présents dans l'environnement. Donc sur l'aspect chlordécone qui avait été évoqué, on peut dire qu'aujourd'hui, la connaissance n'a jamais été aussi bonne par rapport au risque chlordécone, grâce aux différentes études qui ont été menées, aux investigations qui ont pu être réalisées grâce au plan chlordécone 1 et plan chlordécone 2 qui va bientôt s'achever. On peut dire qu'effectivement, l'alimentation en Guadeloupe ainsi qu'en Martinique n'a jamais été aussi sûre. Est-ce que justement les précautions qui ont été prises, on parle de seuil de consommation, on parle aussi de traçabilité, est-ce que les précautions qui ont été prises depuis le scandale du chlordécone sont efficaces? Réaction après de Philippe Verdol. Alors, pour la chlordécone, il faut aussi resituer les choses. Il n'y a pas de chlordécone partout en Guadeloupe, loin de là. On est surtout dans la zone sud de Basse-Terre. Sur les terres agricoles. Aujourd'hui, en Guadeloupe, il y a, on va dire, plus de 90% des terres agricoles qui ne présentent aucun risque par rapport à la chlordécone. La contamination est circonscrite. On a moins de 6500 hectares essentiellement dans ce qu'on appelle la zone du croissant bananier. Donc effectivement, la majorité des zones agricoles aujourd'hui en Guadeloupe ne présentent pas de risque par rapport à la chlordécone. Et donc toutes les productions qui viennent de ces zones ne présentent aucun risque par rapport à la chlordécone. Sur les produits de la pêche, c'est la même chose. La contamination est aussi circonscrite. On a actuellement 196 km² de zones concernées par des mesures d'interdiction ou des limitations de pêche. C'est moins de 5% des zones de pêche guadeloupéennes. Donc globalement, aujourd'hui en Guadeloupe, cette problématique est une problématique qui est relativement circonscrite et aujourd'hui maîtrisée dans son ensemble grâce effectivement aux différentes mesures qui ont pu être prises dans le temps sur le plan chlordécone 1 ou sur le plan chlordécone 2 aujourd'hui. Philippe Verdol, par rapport à la traçabilité, aussi le seuil de consommation, même si on sait qu'aujourd'hui, la plupart des terres exploitées sont exemptes de contamination. Oui, alors une réaction en trois questions simplement. Pourquoi 80% des épandages aériens français se réalisaient jusqu'à présent dans l'outre-mer ? Ça, c'est une question. Donc, c'est relativement cool au niveau national, mais pourquoi ça se passe comme ça ici ? Ensuite, quelle traçabilité effective concernant le consommateur pour le chlordécone ? Qui sait ce qu'il mange en matière de chlordécone ? Il n'y a pas de traçabilité ici. Et dernière réaction en forme de question, pourquoi un traitement spécifique des populations les plus pauvres dans le cadre du programme JAFA qui sont condamnés à bouffer jusqu'à 200 microgrammes de chlordécone par kilo de matière fraîche au lieu de 20 microgrammes pour l'ensemble de la population générale? Bon, voilà. La question que vous posez surtout à M. Kermorgan? Oui, essentiellement, oui.
Vous avez une réponse à donner à Philippe Verdol, non? Alors, M. Verdol agite souvent les chiffons rouges. Pour autant, effectivement, les chiffres que nous avons sur les différents plans de contrôle, les plans de surveillance qui sont mis en œuvre par les différents services de l'État, donc sur les prélèvements donc, qui sont réalisés au niveau des étals, sur les marchés, montrent qu'effectivement, aujourd'hui, la très grande majorité effectivement, des produits mis à la consommation sont conformes. Il y a effectivement toujours un certain nombre de non-conformités, mais qui se limite essentiellement à la zone donc on évoquait du croissant bananier. Pourtant, dans plus de 90% des cas, il n'y a aucun problème de contamination. Une réaction brève réaction. Après, nous allons passer à la pêche, Philippe Verdol. Pourquoi, justement, quand il y avait une détection de poissons contaminés, donc jusqu'à 100% de poissons contaminés sous les étals à Trois-Rivières et puis à Vieux-Fort, ça avait été présenté au GREP de janvier 2012. Pourquoi ça n'a donné lieu à aucune information particulière pour le consommateur? C'est ce que j'ai assimilé à un empoisonnement d'État. D'accord? Bon. Nous allons peut-être poursuivre. Il va répondre parce que justement, nous allons parler de la pêche avec Jean-Claude Yoyotte parce que c'est un aval. Donc, conséquence de l'utilisation en temps sans contrôle de ces pesticides, il y a ces restrictions partielles ou totales de la pêche en Guadeloupe dans certaines zones. Rappel de ces zones qui sont touchées par ces interdictions partielles ou totales, Jean-Claude Yoyotte. C'est une zone qui va de pratiquement du Gosier à Vieux Habitants, avec des zones partiellement impactées, des zones complètement impactées. Donc, M. Kermorgan a bien rappelé la superficie. Il s'agit de 196 quand même km², ce qui, comme il a dit, représente à peu près 5% de la zone exploitable maritime. Toujours est-il que dans cette affaire, les marins pêcheurs aujourd'hui ont le sentiment d'être des pollués-payeurs. Parce qu'en général, on dit les pollueurs payants, mais là, on a des pollueurs payants. Puisque, il y a une zone qui sera bientôt balisée, dans laquelle on n'aura pas le droit d'exercer, qu'on n'a déjà pas le droit d'exercer, mais qui sera balisée. Et donc, où les contraventions, si effectivement il y a des contrevenants, seront dressées. Pour autant, nous sommes dans un contexte extrêmement défavorable, puisque nous disons peut-être que ces professionnels auraient envie d'avoir des projets pour pouvoir aller pêcher plus loin sur d'autres espèces et autres, mais l'Europe est aujourd'hui dans une dynamique où il est interdit d'avoir des kilowatts supplémentaires, de faire des constructions nouvelles. Donc, on est en train vraiment de tourner en rond. Et je ne vous cache pas que c'est au quotidien que nous sommes en train de nous battre pied à pied avec l'Europe dans la rédaction prochaine du FEAMP, et de manière à ce que l'on puisse trouver une solution pour que ces professionnels, s'ils le veulent, puissent avoir la possibilité, ne serait-ce que de se regrouper et acquérir des unités plus importantes pour pouvoir continuer à exercer leur profession. Ce n'est pas gagné, je vous assure. Donc, pour nous, c'est une situation extrêmement difficile que vivent les pêcheurs de la zone concernée. Donc, vous vous sentez aujourd'hui un peu étranglé au niveau du secteur? Non seulement qu'on est étranglé, mais que les solutions alternatives, notamment l'aide d'urgence. L'aide d'urgence, l'accompagnement de l'État, des collectivités. Mais cette aide d'urgence ne représente pratiquement rien, puisque nous n'avons même pas encore mis en place l'étude socio-économique pour que ces pêcheurs puissent décliner leurs futurs projets. Donc, ce sera chose faite, puisque les fonds sont là, et ça a été bien programmé et autres. Maintenant, lorsque l'étude sera terminée, quel sera le montant global de ces projets? Qu'est-ce qui sera finançable là-dedans, dans le nouveau FEAMP? Franchement, pour aujourd'hui, on navigue vraiment en eau trouble. D'accord, vous n'avez pas de réponse précise de la part de l'État. Dans une interview, je suppose, accordée, c'est bien une interview en tout cas, une petite note accordée au magazine Interentreprise, vous mettiez en doute la méthode utilisée pour établir justement ces zones de pêche à partir de prélèvements, sur la base de prélèvements, qui, pour vous, ne seraient pas forcément si fiables que cela. Oui, parce que moi, que je disais, contrairement à l'agriculture, l'échantillonnage pour nous n'a pas été suffisant, premièrement. Et deuxièmement,
la recherche de méthodes alternatives n'a pas été poussée. Contrairement à l'agriculture où il y a de l'agriculture hors sol qui est acceptable dans cette zone, pour nous, c'est fermeture de la zone pointerait. Mais est-ce qu'il y a d'autres solutions, Jean-Claude Il y a d'autres solutions et nous avons fait des propositions là-dessus. Quel type de propositions? Notamment, puisque imaginez-vous qu'on a une zone fermée par des bruits, mais c'est une ligne droite, mais ce n'est pas une barrière hermétique. Donc nous aurons là une réserve de poissons chlordéconés qui, une fois qu'ils auront bien proliféré, vont partir dans les zones non impactées, d'accord? Et à ce moment-là, qui seront pêchés en toute innocence par des professionnels et qui seront sur les étals. Nous, qu'est-ce que nous avons dit? Au lieu que cela arrive, laissons la possibilité aux professionnels de pêcher dans ces zones et que tous les poissons concernés par la chlordécone, qu'ils soient pesés et qu'ils soient achetés au moins que les pêcheurs soient défrayés. Ce qui aurait pour avantage de ne pas laisser la prolifération de ces poissons et de maintenir une certaine donc une certaine politique. Et ensuite, nous avons demandé à ce qu'il y ait des dispositifs de concentration de poissons, puisque les poissons pélagiques ne sont pas contaminés, qu'il y ait des dispositifs de concentration de poissons qui soient installés dans ces zones-là, de manière à permettre aux professionnels de pêcher ces petits pélagiques et de les vendre et d'avoir un revenu substantiel. Aujourd'hui, c'est le flou artistique. Réaction Paul Kermorgan, par rapport aux propositions faites par les professionnels de la pêche. Est-ce que les solutions envisagées dans cette filière sont possibles, réalisables? Alors, tout d'abord, je voudrais effectivement répondre à Philippe Verdol par rapport à ces allégations. Enfin, déjà, effectivement, il faut savoir que l'État est tout à fait transparent sur les résultats des différentes campagnes d'analyse qui ont été menées depuis 2008 sur ce sujet. Donc vous pouvez tout à chacun peut aujourd'hui aller consulter les résultats des plans de surveillance et de contrôle qui sont en ligne sur Internet, sur le site de la DAF Guadeloupe, www.daf971.agriculture.gouv.fr. Tout à chacun peut trouver toutes les informations qui sont présentées lors des différents GREP sur ce sujet. Ensuite, donc par rapport effectivement aux zones d'interdiction qui ont été mises en place, donc il faut sur ce point-là souligner qu'elles ont été élaborées suite effectivement à différentes campagnes de prélèvement menées depuis 2008 avec la contribution de l'IFREMER, qui est l'institut de référence sur les questions de pêche et halieutique, et donc qui ont permis effectivement d'élaborer ce dernier arrêté en date du 26 juin 2013 et qui effectivement organise la pêche dans les secteurs considérés. Ensuite, sur l'argumentation du comité des pêches concernant la diffusion de la chlordécone par des poissons à partir de ces réserves de pêche, entre guillemets, puisqu'effectivement la pêche y est en partie interdite, à ce jour, on n'a pas aucun élément scientifique ne prouve effectivement qu'il y a une diffusion de poissons contaminés à partir de ces zones. Donc effectivement, sur cette source de contamination pour l'ensemble de la Guadeloupe, aujourd'hui, j'ai pas d'éléments scientifiques probants. Au contraire, concernant cette éventuelle diffusion depuis ces zones d'interdiction qui représentent 37 km². Philippe Verdol trépigne d'impatience de réagir. Oui, moi j'avais consulté des documents du comité des pêches qui étaient très intéressants sur la problématique justement du chenal d'accès vers le pôle. Moi, ce que j'en ai retenu, c'est que les sédiments de cette région-là, ils sont contaminés en métaux lourds, en arsenic, en chlordécone.
et que lorsqu'on va draguer, tout ça sera remis en suspension. Ça va donc polluer toute la côte, ça va détruire les frayeurs des poissons. Et donc, je suis un peu étonné que, pour l'instant, on discute de demande d'aide, quoi, parce que il y a un problème écologique, c'est un problème de santé publique très important. Et on peut le poser différemment, quoi. À entendre Philippe Verdol, finalement, au vu de vos propos, Jean-Claude Yoyotte, les professionnels de la pêche ne prennent pas suffisamment en compte la notion d'environnement et peut-être aussi la santé du consommateur. Absolument, nous prenons en compte de tout cela, d'autant plus que nous avons fait remarquer au port, pour revenir à ce que disait M. Philippe Verdol, que les sédiments qui vont être clapés, le volume a doublé. C'est passé de 3 millions de mètres cubes à 6 millions 4 de mètres cubes, sans pour autant que les mesures de compensation soient revues. Et à cet effet, nous avons donc demain après-midi une réunion avec les responsables du port autonome. Ceci dit, pour revenir à ce que disait M. Kermorgan, comme il dit, à ce jour, nous n'avons pas de résultats, ceci, cela. Moi, je veux bien, mais j'aimerais lui poser la question. Quelle analyse réelle a été faite aujourd'hui, puisque nous avons une zone impactée entièrement, nous avons une zone moyennement impactée et on s'en tient là. On va mettre des bruits. Maintenant, ce que je dis, on ne peut pas à la date d'aujourd'hui dire que pour l'instant, on n'a pas remarqué quoi que ce soit, mais il est une chose certaine, c'est que lorsque l'enclos sera plein, puisqu'il est interdit d'y pêcher, ce sera une réserve. Et les réserves, pourquoi on les crée? La réserve de petites terres, prenons par exemple, c'est parce que dans cette réserve, il y a effectivement une prolifération des poissons et qui vont dans les zones à côté, d'accord? Et les pêcheurs, ils trouvent leur compte pour pêcher ces poissons. Donc ça va être exactement la même chose. Et nous disons que nous pouvons éviter cela en autorisant les professionnels à faire des prélèvements dans ces zones de manière à ce qu'il n'y ait pas une surpopulation qui ait contaminé les autres zones. Au vu de ces informations, quelle est la réaction de la plupart de vos clients pêcheurs, à vous pêcheurs, par rapport aux informations dont ils disposent aujourd'hui quant aux poissons et d'éventuelles pollutions? On a parlé notamment il y a quelques semaines de la pollution, la contamination aujourd'hui du poisson-lion. Et pourtant, on a fait une campagne pour la consommation du poisson-lion, Jean-Claude Yoyotte. Alors là, il a été question d'une communication tapageuse et non autorisée. Que les choses soient claires. D'ailleurs, vous avez bien vu que on n'a plus eu des fonds, on n'en a plus parlé. Il y a eu des manifestations autour du poisson-lion et de sa consommation. Il y a eu des manifestations autour du poisson-lion parce que nous avons demandé et obtenu qu'il y ait un échantillonnage concernant la ciguatera au sein du poisson-lion et donc aucun échantillon guadeloupéen n'a été positif. Ça, c'est d'une. Deuxièmement, on a fait également des prélèvements concernant la chlordécone sur le poisson-lion, mais dans toutes les zones, notamment dans la zone impactée. Et le résultat qui a été donné, où il y a eu de poisson-lion avec un taux de MLR de 2 microgrammes, de 28 microgrammes. Premièrement, il y avait une entente entre l'ADEAL, le comité régional et tous les services concernés de manière à publier de manière consensuelle les résultats. Alors que tous les échantillons n'avaient pas encore été analysés et qu'il y en avait même, lorsqu'on a fait cette annonce tapageuse, il y avait des échantillons qui n'étaient même pas encore arrivés au labo. Donc cette annonce a été faite. Et c'est pour ça que le lendemain, sur vos antennes même, j'ai dû faire une rectification disant que effectivement, il y a eu des poissons-lions prélevés dans la zone contaminée qui ont présenté un taux de chlordécone supérieur de 8 microgrammes au seuil de tolérance, mais que ce n'est pas sur l'ensemble de la Guadeloupe. Donc, et là, ça a eu l'effet très négatif d'apeurer la population. Et moi, je dis que les efforts que nous avions entamés tous ensemble pour qu'effectivement cette invasion de poissons-lions ne soit pas une deuxième punition pour le marin-pêcheur, eh bien, ça a été anéanti. Et aujourd'hui, nous sommes en train de recommencer le travail. Avant, peut-être une petite réaction de votre part, vous leviez le doigt, Marcus Herry. Non, mais je veux dire, pour rejoindre un peu les propos de M. Yoyotte et parler un peu des clients, je veux dire, aujourd'hui, la situation n'est pas toute noire. Quand le représentant de la DAF, M. Kermorgan, a dit tout à l'heure, plus de 90% des végétaux prélevés sur les marchés sont conformes. Aujourd'hui, au niveau de l'élevage, les viandes qui arrivent à l'abattoir, qui sont mises en vente, sont garanties, sont des viandes saines. Donc on n'est pas dans une image tout noire. C'est vrai que M. Verdol agite beaucoup les foules ou agite beaucoup de propos.
Mais il ne faut pas non plus qu'on rentre dans un pessimisme ou un scepticisme de ce genre. Vous parlez de quel Les- troupeau Comment Vous parlez de quel troupeau Bovin. Et j'agite le troupeau. Non, mais vous arrêtez pas de dire depuis tout à l'heure que, voilà, enfin, on a trouvé un marchand de poissons à Trois-Rivières. Ce Enfin, il y sont aura les- toujours des d'accord. exemples, je veux dire. Il y en Ce aura sont les toujours Guadeloupéens, alors. des détails. Mais de manière globale, je veux dire, vis-à-vis de la chlordécone, on est dans une situation qui est relativement assez maîtrisée et des produits sains qui sont mis en vente pour les consommateurs. Donc le principe de précaution semble toujours respecté, Paul Kermorgan, non? Appliqué en tout cas. Enfin, le principe de précaution, enfin, effectivement, comme je l'ai indiqué en propos introductif, effectivement, l'objectif des services de l'État, effectivement, c'est de prévenir l'exposition de la population. Donc, effectivement, faire en sorte que les produits mis sur le marché soient conformes aux normes en vigueur. C'est le cas pour, comme l'a indiqué Marcus Herry, pour les bovins. Aujourd'hui, vous achetez, enfin, tous les bovins qui proviennent de la zone à risque sont testés à l'abattoir. Il y a, enfin, les viandes sont 100% garanties. Il y a aucun risque sur. C'est pas les chiffres qui sont donnés, communiqués au GREP. Les viandes qui sortent effectivement de l'abattoir, bon, après contrôle. Mais ce qu'on observe, c'est que vous avez des éleveurs qui, connaissant leur contrôle, évitent l'abattoir. Et là, c'est encore une autre histoire. Donc il y a le circuit parallèle difficile à maîtriser. Bien sûr. Que ce soit aussi pour les légumes. Hein. Bien sûr. Mais bien comme sûr. partout, le circuit parallèle a toujours été difficile à maîtriser. Même c'est pas typique par rapport au chlordécone. Il ne faut pas non plus. En tout cas, les études qui ont été faites, études relatives donc au développement psychomoteur des enfants et les études relatives à la maladie, au cancer de la prostate, montrent qu'il y a un lien de causalité entre l'exposition au chlordécone et le développement de ces maladies ici qui prennent une expansion qui devient préoccupante. Je ne suis pas tout à fait sûr du propos de M. Verdol. Quand on regarde les niveaux d'occurrence du cancer de la prostate à Détroit, aux États-Unis, sont 2 fois plus importants qu'en Guadeloupe et en Martinique. Il n'y a pas de chlordécone là-bas, il me semble. Jacques Leliotte. Oui, ce que je voulais quand même ajouter, c'est le sérieux quand même des professionnels. Hein, parce que quand il a eu des pics de cas de ciguatera, et donc dans les années 80, les professionnels en ont pris conscience que, parce que nous n'étions pas au courant de certaines zones contaminées, ça y est, ces zones-là sont maîtrisées, donc les professionnels ne vont plus pêcher. Et donc tous ces derniers temps, il y a eu des problèmes de ciguatera. Et on en a parlé, mais ce qu'on a oublié de dire, que ces poissons venaient la plupart du temps de pêcheurs du dimanche ou alors du poisson d'importation. Le professionnel, que ce soit pour la chlordécone, que ce soit pour la ciguatera, a comme client, donc comme partenaire économique, le consommateur. La première chose qu'il fait, il prend soin de ce consommateur parce qu'il en a besoin. Brièvement, Philippe Verdol, comment devons-nous nous alimenter et aussi quelle attitude devons-nous avoir par rapport à nos produits locaux, que ce soit des produits de la mer ou de la terre? Bon, en fait, on n'a pas de réponse nette à cette question-là lorsqu'on la pose effectivement en préfecture. C'est faites confiance. Et maintenant, ce qui est très particulier, c'est que lorsque les analyses sont présentées commune par commune, concernant par exemple la contamination des poissons, il y a 3 colonnes supplémentaires qui sont rajoutées. C'est grande et moyenne surface 1, 2 et 3. C'est-à-dire là, tout est au vert. Autrement dit, si vous voulez pas être contaminé en allant acheter à Rapesté, en allant acheter à Trois-Rivières ou à Port-Louis, allez acheter à Cora, allez acheter à Continent, allez acheter à truc. C'est le message de la préfecture. Pas de publicité. Non, mais bon, ok. C'est le message de la préfecture. Et puis, bon, voilà, il faut récompenser les mêmes, toujours. Donc, il y a peut-être un accord sous-entendu. On peut, enfin, de toute façon, c'est évident. Mais par quel circuit doit-on passer? Mais c'est la question sur laquelle nous devons nous pencher en tant que citoyens. Et ce que je tenais à dire, c'est que il a été établi depuis peu, par exemple, dans l'étude de Timoun, que le chlordécone, il est non seulement cancérogène, perturbateur endocrinien, neurotoxique et spermatotoxique. Alors ça veut dire, compte tenu des pathologies qui se déroulent en Guadeloupe, que nous sommes en présence d'un triple génocide en Guadeloupe, par cancer, par malformation et par stérilisation. Ce sera le mot de la fin. Philippe Verdol, économiste et président de l'association Envie Santé. Nous avions également avec nous Paul Kermorgan, directeur de la DAF, Marcus Herry, directeur technique du groupement des producteurs de bananes, et Jean-Claude